peux le mentionner d'ailleurs. Oui. C'est bon. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Fabienne Fichot, je suis principale adjointe dans un collège de l'Académie de Montpellier. Et on se retrouve ce soir pour un webinaire sur la construction des emplois du temps en intelligence collective, donc webinaire de la communauté ManageEduc. C'est un webinaire qui se veut participatif, donc je compte sur vous pour poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Nous sommes 183 participants à cette heure-ci, donc c'est formidable, un sujet qui intéresse. Et à juste titre, tous les chefs d'établissement. Donc, construction des emplois du temps en intelligence collective. C'est une tâche qui est particulièrement dévolue en général à l'adjoint, au chef d'établissement ou au chef d'établissement lui-même quand il est seul. Une tâche souvent assez solitaire, en tout cas traditionnellement, et qui occupe une bonne partie des étés des adjoints et des chefs. Donc là, on va se demander ensemble comment changer les choses, comment travailler en amont en associant les équipes à ce processus pour définir collectivement à la fois les contraintes de l'établissement et faire ensemble des choix. Et pour nous aider à cette réflexion, nous allons dialoguer avec Stéphane Germain, proviseur en lycée dans l'Académie de Nantes, que je vais laisser dans un premier temps se présenter et puis nous donner une démarche globale de son établissement puisqu'il en a l'expérience. Et ensuite, je compte sur vous tous, pour poser des questions, pour pouvoir approfondir certains points tous ensemble. Voilà Stéphane, donc je te laisse la parole. Merci. Stéphane Germain, donc je suis proviseur adjoint sur un établissement ministère à Nantes. Donc effectivement, depuis 2 ans, la mise en place des entreprises en intelligence collective. Je vais juste commencer en 1 minute par quelques chiffres. Il y a environ 2600 lycées qui sont sur des problématiques polyvalents ou LGT qui doivent construire des emplois du temps assez complexes. Et à ma connaissance, il y a 2 ans, nous étions une dizaine à travailler en intelligence collective et l'année dernière, on est monté à une trentaine. On fonctionne un petit peu en réseau. Donc, c'est pour remettre un petit peu en perspective qu'une trentaine de lycées sur 2600. Alors, sur cette démarche de construction d'intelligence collective, alors, je suis sur une posture de témoignage, hein, donc on est sur de la mutualisation de pratiques entre pairs, PAIR. Donc, je témoigne d'une pratique et puis vous prenez en transposition ce qui peut être pris, ce qui peut être transposé, etc. Alors, pour aller à l'essentiel, il y a 3 éléments importants, me semble-t-il. Alors d'abord, la notion d'intelligence collective. Quand la réforme du lycée est arrivée, sur les emplois du temps, on voit bien que c'est une nouvelle pratique puisqu'il y a des créneaux de tronc commun, il y a des créneaux d'enseignement de spécialité. On voit bien qu'il y a une certaine complexité qui est arrivée. Donc dans la logique, c'est de se dire, comme c'est plus complexe, soit on est sur une logique d'intelligence simple, c'est-à-dire personnel de direction, on s'enferme dans notre bureau, on essaye d'avoir des remontées ascendantes pour avoir le maximum d'éléments sur les différentes contraintes, les préférences de chacun, et on s'enferme dans nos bureaux et on produit les emplois du temps et on les redescend. Bon, ça, c'est une façon de faire. Si on veut travailler en intelligence collective, c'est un peu le contraire, c'est-à-dire qu'on va associer le plus de personnes possible, c'est-à-dire principalement les enseignants, évidemment, pour essayer de remonter, d'identifier collectivement l'ensemble des contraintes et que chacun exprime aussi ses préférences pédagogiques. Donc ça, c'est un premier volet. L'idée de l'intelligence collective, donc partager collectivement la construction des emplois du temps. Il y a un deuxième volet à cela, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va construire collectivement, il y a des choses à placer, concrètement construire des emplois du temps, on va positionner des éléments. Or, les enseignants ont des contraintes qui leur sont spécifiques, personnelles, des contraintes pédagogiques d'équipe, des contraintes pédagogiques personnelles, mais ils ont aussi des préférences. Les préférences sont spécifiques à chacun, mais pour prendre un exemple simple, tout le monde aimerait bien avoir les cours du matin et peu aimeraient avoir les cours de 16 à 18. Donc, si on laisse les enseignants seuls faire les emplois du temps, on est dans une impasse décisionnelle, c'est-à-dire que là, on voit bien qu'il y a tout un jeu de contraintes qui se met en place et tout le monde aimerait avoir les bons créneaux. Donc là, on est obligé d'être, nous, dans une posture où on va certes donner la main aux enseignants, mais il faut bien que tout le monde comprenne que nous, on est des arbitres. Donc, soit on arrive collectivement à trouver des solutions, soit si ça ne se trouve pas collectivement, on reprend la main et nous, on est arbitre. Et on va arriver sur la notion de fabrique du consensus. Donc ça, c'est la deuxième notion.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où on réfléchit collectivement, il faut que chacun arrive à fabriquer ce consensus. Je pourrais revenir un peu après dans les détails, mais on ne va pas soumettre les positionnements à des votes, hein, c'est pas ça la logique, c'est il y a une proposition qui se fait, est-ce que tout le monde est d'accord? Ben, si oui, on valide. Si quelqu'un n'est pas d'accord, on a le droit de ne pas être d'accord, mais on doit forcément faire une contre-proposition, proposer autre chose de façon argumentée et à soumettre aux autres cette contre-proposition. On pourra développer un petit peu tout ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le principe de la décision par consentement. Donc, le deuxième volet, c'est ça, c'est arriver à fabriquer le consensus dans des logiques de décision par consentement, sachant que nous, personnel de direction, si ça ne se trouve pas, c'est nous qui sommes légitimes pour arbitrer. Et les arbitrages, je vais à l'essentiel ici, ils sont fortement simplifiés à partir du moment où on arrive à définir collectivement des principes pédagogiques de construction des emplois du temps. Donc là, il y a un temps préalable à faire. Donc des principes, c'est très simple, c'est de se dire, bon, par exemple, je donne un exemple parmi plusieurs, hein. Le matin, on va réserver les créneaux du matin à des cours en classe entière. Dès qu'il y a des moments où il y a une partie seulement des élèves qui est alignée, on va plutôt mettre ça en après-midi, voire en fin de journée, pour éviter les trous dans l'emploi du temps. Donc ça, c'est un exemple, mais plus on passe du temps en amont pour définir collectivement des règles qui vont permettre la construction de ces emplois du temps, plus, quand on sera à la question des arbitrages, qu'est-ce qu'on choisit ça par rapport à ça, on peut s'appuyer sur ces principes collectifs et ça résout beaucoup de choses, en fait. Donc nous, plus les principes collectifs sont définis en amont, plus notre rôle d'arbitre, si on ne trouve pas la décision collective, est réduite. Ça, c'est le deuxième volet qu'on peut développer si vous le souhaitez. Et puis, un troisième volet, c'est la gestion temporelle. À partir du moment où on va essayer d'associer tout le monde, on a de la marge de manœuvre pour essayer je le redis, on n'est plus en bureau fermé, donc on ne commence pas les emplois du temps mi-juillet en bureau fermé, et ce qui arrive trop fréquemment, malheureusement, c'est de passer pour nous, personnel de direction, une partie du temps des vacances d'été à construire les emplois du temps. Donc l'idée aussi, c'est de se débrouiller pour, dans la gestion calendaire, finir au plus tôt les emplois du temps. Donc moi, c'est très concret. Cette année, j'ai diffusé les emplois du temps aux profs le 26 juin. Tous les profs ont eu leur emploi du temps le 26 juin. Il y a eu une seule modification à la rentrée sur un emploi du temps d'un prof et ça concernait 2 heures au total. BMP inclus, je pourrais vous donner des tuyaux pour vous montrer comment ça peut fonctionner avec les BMP. Et donc, l'année précédente, c'était au 3 juillet. Donc là, il y a toute une partie où on peut réfléchir comment y arriver. Et donc là, c'est une logique de rétro-planning pour arriver à livrer les emplois du temps au mois de juin. Et là, je termine par ça. Les enseignants, on comprend bien qu'il faut qu'il y ait une logique pour qu'ils adhèrent à cette façon de faire. Et il faut qu'ils y trouvent des gains. Alors, les gains, on les comprend, ils sont pour l'établissement parce que pédagogiquement, on les cherche. Et donc, on cherche à optimiser pédagogiquement l'ensemble des emplois du temps. Ça, c'est des gains pour l'établissement. Mais quel est le gain individuel aux enseignants? Et un des premiers gains qu'ils peuvent avoir, c'est d'arriver à avoir leur emploi du temps. Ils partent en vacances, ils ont leur emploi du temps. Donc, ils peuvent déjà construire beaucoup de choses, se projeter sur l'année scolaire. Et donc, ça, c'est une demande forte, généralement, des professeurs. Et donc, c'est un des éléments d'adhésion à la pratique. Voilà pour l'essentiel. Au général, oui, alors justement, Stéphane, il y a des questions sur une présentation peut-être de ton établissement avec tes effectifs, le nombre de professeurs de classe. Et puis moi, j'avais une question qui me vient aussi tout de suite, c'est d'après toi, pourquoi on commence à en parler maintenant avec ManagerEduc au mois de novembre de cette question des emplois du temps? Mais d'abord, une petite présentation de ton établissement, s'il te plaît. Alors, les deux questions sont très pertinentes. Donc, moi, je suis un lycée polyvalent, donc ça, on n'applique pas la méthode trop sur la partie professionnelle, elle est plutôt sur la voie générale et technologique, sachant que la taille de l'établissement fait que j'ai 5 divisions de première générale, 5 divisions de terminale générale et quelques divisions, 2 divisions en STI 2D et STL. Donc ça, ce n'est pas une question anodine parce que quand on est sur des établissements où on va avoir au-delà de 10 divisions en première, 10 divisions en terminale, la logique devient un peu plus complexe. Et ce que je peux décrire après dans la gestion temporelle, il faut faire x2. Et ça rentre en complexité. Donc la taille de l'établissement est un facteur à prendre en compte. Et je tiens tout de suite à préciser dans cette démarche-là, ce qui est fait très concrètement en intelligence collective, c'est les emplois du temps des premières générales
et les emplois du temps des terminales générales, classe par classe. C'est-à-dire que à la fin de la démarche, on peut rentrer dans la gestion calendaire après, mais fin mai, sont terminés tous les emplois du temps des premières générales et des terminales générales. Je garde totalement la main, et là je ne suis pas du tout en intelligence collective, sur la finalisation des emplois du temps du niveau de seconde et sur toutes les voies technologiques, ainsi que les sections de techniciens supérieurs qu'on a dans l'établissement. D'accord ? Ça, c'était un peu la réponse à la première question. La deuxième, c'était, j'ai oublié au passage. Alors, j'en profite pour te relayer un problème technique. Quand on a nos deux micros ouverts en même temps, le son est très difficilement audible. Donc, quand je parle, est-ce que tu peux couper ton micro? En espérant que ça arrange les choses. Tu passes ta souris. Tu passes ta souris sur la vidéo et en haut, tu as un petit... C'est bon pour toi? Donc Stéphane, ma deuxième question, c'était un petit peu pour te titiller. Pourquoi on parle de cette question des emplois du temps dès le mois de novembre avec Manageduc en arrière-plan? Donc, quel est ton planning de travail pour travailler en intelligence collective avec tes équipes? Alors, la question du rétro-planning, on peut rentrer dans le détail. Pourquoi ça se lance maintenant? C'est que si on veut arriver à livrer fin juin, eh ben, il faut s'y mettre en décembre, voire début janvier, mais on comprend bien que tout ce qui est travail de répartition de la dotation horaire et tout le travail de DGH, c'est incontournable et on commence à ce moment-là, puisque là, quand on travaille cette répartition des moyens horaires, on est déjà sur faire des hypothèses, prévoir les différents enseignements de spécialité. Donc, ça sous-entend que pour pouvoir faire ne serait-ce que les hypothèses de répartition de la dotation horaire, on a déjà travaillé en amont un petit peu l'orientation de nos élèves de seconde. On a une idée déjà en amont, quand on travaille à la DGH, de qu'est-ce qu'ils envisagent comme enseignement de spécialité, que ce soit sur nos premières générales ou les flux sur les voies technologiques. Et on a aussi déjà un premier dégrossi sur nos élèves de première, qu'est-ce qu'ils envisagent sur les classes de terminale. Donc, quand on aura quelques années de pratique, on risque d'avoir des statistiques qui vont se stabiliser. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On a pu voir au niveau national, comme au niveau de nos établissements, comme au niveau des académies. Pour l'instant, il n'y a pas de grande irrégularité statistique. Mais pour autant, on est bien obligé de lancer le travail de l'orientation pour avoir ces éléments-là. Ça, c'est pour la partie lycée. Évidemment, cette démarche-là, elle est aussi transposable en collège. Je n'ai pas donné de chiffres, mais moi, grosso modo, il y aurait une centaine de collèges sur les 7000 qui travailleraient en intelligence collective. Et donc, eux, ils sont aussi à lancer ça. C'est moins complexe parce qu'il y a moins à anticiper des groupes d'enseignement de spécialité. Mais la logique de partir et d'associer ça avec la DGH, elle semble incontournable. Donc, voilà, dans la temporalité, voilà pourquoi il faut poser cette question-là sur la table dès maintenant. Il y a un grand volet GRH, c'est-à-dire que s'il n'y a que l'équipe de direction qui veut faire en intelligence collective, si les enseignants ne suivent pas, ça ne fonctionnera pas. Or, arriver à insuffler ces pratiques-là, ça ne se fait pas du jour au lendemain, on ne lance pas ça en avril. Il faut essayer de projeter, etc. Donc, c'est pour ça que c'est la temporalité et que ça commence maintenant. Alors, ça répond un petit peu à une question, mais un collègue demandait comment transposer ça dans un lycée pro. En effet, ça semble plus compliqué de transposer ça en lycée pro. Alors, la transposition en lycée professionnel, oui et non. Parce que à partir du moment où on va associer, je vais rentrer un petit peu dans la technique, je vais parler lycée général, c'est transposable en collège et en lycée professionnel aussi. En lycée général, une des premières questions qu'on va se poser, c'est où allons-nous placer les différents alignements lourds. Donc, ces alignements lourds, ils peuvent exister déjà sur le niveau seconde. Ils ne vont pas prendre beaucoup dans la grille, mais est-ce qu'on aligne toutes nos options de seconde? Si oui, où est-ce qu'on les place? Est-ce qu'on travaille notre accompagnement personnalisé avec des alignements? Si oui, où est-ce qu'on les place? Le MC, c'est aussi un vecteur pour les placer. Donc, ce que je dis là, ça trouve écho naturellement en collège et en lycée professionnel. Après, si je bascule sur le lycée général première et terminale, la première question qu'on va se poser, c'est où allons-nous placer nos alignements lourds d'enseignement de spécialité de première et de terminale? Ça, il faut réfléchir collectivement.
ça impacte très fortement des emplois du temps de professeurs de spécialité, 4 heures pour eux, 6 heures en terminale. Donc, c'est légitime de s'interroger collectivement pour savoir où est-ce qu'on peut les placer. Alors, pour ceux qui ont la pratique en lycée général, on fait plutôt une structure en damier, c'est-à-dire que les créneaux de première ne sont pas du tout les mêmes sur la grille que ceux de terminale, de façon à ce qu'il n'y ait pas de chevauchement sur les différentes disciplines. Ça, c'est le petit détour pour la voie générale technologique. Mais en lycée professionnel, on peut se poser les mêmes questions. Souvent, il y a un gros travail fait par les DDFPT ici sur une logique pédagogique. On a, selon des connotations, est-ce qu'ils sont plutôt tertiaires ou est-ce qu'ils sont plutôt industriels? C'est même pas forcément la question. On a des plages lourdes d'enseignement professionnel. On peut s'interroger sur le placement de ces plages-là et quelle place est-ce qu'on laisse pour l'enseignement général dans la grille d'emploi du temps. On peut voir parfois on réfléchit, je reste sur les lycées professionnels, est-ce que pour des questions pédagogiques, on va étaler sur toute la semaine l'enseignement professionnel? Est-ce que pour d'autres, on va un peu plus regrouper, etc. C'est des questions qui dépendent des contextes, des enseignements, etc. Mais elles sont intéressantes à être posées sur la table. Donc, je pense que la démarche, elle existe aussi en lycée professionnel. Alors, maintenant, j'aimerais qu'on entre un petit peu dans ta stratégie mise en place très précise en fait pour ce que tu appelles créer des emplois du temps en intelligence collective. Qu'est-ce que c'est réellement? Parce qu'un collègue nous fait la remarque là dans le chat que là, pour l'instant, on semble enfoncer des portes ouvertes puisque, en effet, nous consultons tous nos équipes sur ces différents aspects. Donc, qu'est-ce que c'est que créer en intelligence collective? Comment on arrive, comment tu es arrivé avec tes équipes à mettre en place ces emplois du temps, très concrètement? Alors, c'est un travail d'équipe. Donc là, moi, je parle en tant qu'adjoint parce que c'est vrai que sur la technicité, c'est moi qui vais participer, mais c'est un travail collectif initialement de la direction. Il ne faut pas dissocier, c'est proviseur et adjoint, c'est une logique. Alors, très concrètement, il y a un gros travail en amont et après, mais c'est 2 conseils pédagogiques chez nous. Il y a un premier conseil pédagogique qui dure 2 heures où on va réfléchir collectivement, on va définir où est-ce qu'on va positionner nos créneaux d'alignement d'enseignement de spécialité et les créneaux d'alignement autres. J'ai donné les exemples d'AP, les enseignements optionnels, etc. C'est-à-dire qu'on part d'une feuille blanche et on va se dire où est-ce qu'on les pose très concrètement. Donc, est-ce que alors, par exemple, en première, il y a 3 types d'alignement. Donc, où est-ce qu'on va les poser sur la grille horaire? Et donc, il y a un conseil pédagogique complet où là, nous, on invite tous les coordonnateurs et on dit que c'est un conseil pédagogique élargi, c'est-à-dire vient qui veut au niveau des enseignants. Donc, c'est souvent, nous, à l'échelle, là, je n'avais pas précisé, côté voie sur le lycée, on a 150 profs au total, dont environ 90 au lycée. Et sur ces conseils pédagogiques-là, il y a plus de la moitié des enseignants qui viennent. C'est plutôt les coordonnateurs qui ont la parole au nom de leur discipline, mais ils se regroupent souvent par discipline de façon à pouvoir échanger entre eux quand on est sur les placements. Donc ça, c'est un premier conseil pédagogique. Pour revenir un tout petit peu sur le timing, c'est souvent au mois de mars qu'on le positionne, puisqu'on a arrêté, la DGH, elle a été votée, etc. Donc on a tout ce qu'il faut pour positionner ça. Au passage, on peut tout à fait faire, je suis sur la partie lycée, on peut tout à fait faire ce conseil pédagogique sans savoir exactement quels vont être les alignements, parce qu'on pose des alignements et après on affinera pour savoir quels sont les enseignements de spécialité concrets que l'on mettra sur chacun des alignements. Et puis on a un deuxième conseil pédagogique qui est 1 mois plus tard, où là, ne sont invités que les professeurs d'enseignement général et on construit très concrètement, on est exhaustif, première 1, voilà, on va construire l'emploi du temps de la première 1. Ensuite, on va construire l'emploi du temps de la première 2. Ensuite, la 3, etc. Puis après, on passe au niveau terminal. Et en 2 heures, alors moi, j'ai 5 et 5, il y a 10 heures, 10 classes à faire, 10 divisions. On construit concrètement, collectivement, l'emploi du temps. Au passage, on est au mois de mai. Les répartitions de services ne sont pas faites et ne sont surtout pas faites. C'est-à-dire que les enseignants, quand on est en train de positionner les créneaux d'anglais, les créneaux de philosophie, etc., ils n'ont aucune idée des classes qu'ils auront. Toute la logique de la démarche est de se dire on réfléchit pédagogiquement dans l'intérêt des élèves de façon à optimiser les emplois du temps de classe. Et c'est une fois qu'ils sont faits que vous pourrez faire vos répartitions de services. Et donc, par défaut, vous savez, si vous prenez la première 1, le prof d'anglais qui prend la première 1, il connaît les créneaux, en fait.
Et donc, quand les conseils pédagogiques de répartition se font en équipe, ils font sur la base de ces emplois du temps-là. Donc ça, c'est les 2 temps forts, c'est l'essentiel. Après, il y a évidemment, je ne vais pas forcément rentrer totalement dans le détail, mais il y a un gros travail de préparation en amont, puisque là, il faut, pour qu'on puisse tenir en 2 heures, il faut un travail, nous, sur les outils. C'est-à-dire que, moi, très concrètement, alors je ne sais pas si vous avez pu voir, il y a des petites vidéos ManagerEduc, puisqu'il y a un petit reportage. On a rejoué avec les enseignants comment ça se passait. Alors, on a rejoué à quelques enseignants, ce qui était une réalité à 40. Hein. Mais moi, j'ai un tableau Excel. Il y a la grille qui est vierge. J'ai préparé mes petits modules à placer. Et puis, je dis, voilà, première 1, il y a ça, ça, ça à placer. Où est-ce qu'on les place? Et puis, je clique, glisse. On le met là. Ça va à tout le monde? Oui. Ça ne va pas? Non. Bah, quelle contre-proposition vous faites et sur quel argument? Et hop, on replace éventuellement, etc. Et il faut que ça tienne en 2 heures. Alors, je ne vais pas faire trop long, mais le tout premier conseil pédagogique, ça a été plus long que prévu. Les professeurs n'avaient pas toutes les représentations. Certains étaient à défendre bec et ongle leur posture sans faire de concession entre guillemets aux autres. Et ça a été, il y a une forme d'autorégulation, mais ça a été plus long. Une fois que la logique est comprise, c'est beaucoup plus fluide et on tient réellement en 2 heures. D'accord. Alors, il y a de nombreux collègues qui s'inquiètent de savoir comment tu fais quand on n'a pas les nominations de tous les professeurs. Est-ce que tu peux répondre à cette inquiétude? Alors, on n'a jamais les nominations de tous les professeurs. La question, c'est surtout les postes partagés. Parce que si c'est un poste où on n'a pas la nomination, bon, bah, on fait un emploi du temps, les partages se font. Nous, on est là pour veiller, même si on n'a pas le nom de l'enseignant, de veiller à ce que la répartition des services soit équilibrée et qu'on puisse construire un emploi du temps satisfaisant. Je le rappelle, hein, à la fin mai, c'est les emplois du temps de première générale et terminale générale qui sont construits, classe. Moi, j'ai la main quand même sur tout le mois de juin pour affiner avec les emplois du temps de seconde, etc. J'ai 2 tiers des emplois du temps qui sont faits, mais j'ai encore un tiers où je garde entièrement la main sur les ajustements. La vraie question, c'est les BMP. Or, les BMP, souvent, on les met, c'est des inconnus, c'est postes partagés, on ne va pas s'embêter, et on les met tout à la fin. En fait, les BMP, c'est les premiers emplois du temps que je construis, et moi, comme c'est moi qui donne un peu les contraintes, parce que je donne aussi mes contraintes à moi, tout le monde n'a pas ses contraintes, moi je dis dans notre construction, notre contrainte collective, c'est qu'on n'ait pas de souci de BMP qui viennent nous casser tout ce qu'on a construit. Donc, si j'ai un BMP 4 heures, et c'est 2 heures dans 2 classes différentes à suivre, moi je veux une matinée pour un BMP 4 heures. Si c'est des langues, il faut 2 ou 3 séances, je veux tout regrouper sur des demi-journées. Donc en fait, sans rentrer trop dans la technique, si c'est un BMP de moins de 9 heures, il faut être on est capable de faire des demi-journées bien regroupées. Si c'est plus de 9 heures, souvent, le BMP, c'est un petit peu nous qui, quand on verra l'autre établissement avec qui c'est partagé, comme on a plus que la moitié, c'est un petit peu nous qui pourrons donner les possibilités d'ajustement. Et donc, moi, mes BMP, ils sont connus très vite. Donc, dès que j'ai la notion du partage de postes, je contacte les autres établissements. Bon, il se trouve qu'on est au mois de juillet et que les autres établissements, ils n'ont pas fini leurs emplois du temps. Ils sont tout juste au début de la construction. Donc, pour l'instant, ça va très bien puisque j'envoie mon emploi du temps de BMP et évidemment, ils peuvent construire autour. Si tout le monde se met en intelligence collective et qu'on arrive où tout le monde a plus ou moins construit ses BMP, bon là, il pourrait y avoir plus de problèmes. Mais à ce jour, 30 lycées sur 2600, il n'y a pas de souci pour les BMP. Et moi, je vous dis, cette année, j'ai eu un petit souci avec un BMP qui m'a nécessité 2 heures de changement avec un autre établissement, avec un prof du lycée. D'accord. Donc Stéphane, je reviens à la question que j'avais posée tout à l'heure et qu'une collègue relance là. Comment tu fais pour obtenir l'adhésion des professeurs? Parce qu'il y en a quand même beaucoup qui pensent que c'est le boulot du chef et puis qui seraient peut-être potentiellement pas d'accord pour participer à ce genre de pratique. Oui, alors ça c'est une très bonne question, c'est l'essence même de notre métier que d'arriver à ça. Alors, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Moi, j'ai une pratique complète depuis 2 ans. Avant, on initie déjà des délégations. Donc, réfléchissez un petit peu dans vos établissements. Chacun a sa pratique, mais déjà un DDFPT, il fait déjà du lien pour co-construire avec certaines disciplines. Je ne sais pas quelles sont vos contraintes, mais moi, si je donne l'exemple personnel de mon établissement, il y a des contraintes fortes sur les salles physique-chimie SVT. SVT, j'ai plus un seul créneau de libre. Donc déjà, mais depuis 5-6 ans, il y avait une autonomie forte où les profs de physique SVT
co-construisaient la partie TP. Eux, c'était du gain parce qu'ils faisaient des propositions qui étaient pédagogiquement recevables et puis ils ont du gain à participer parce qu'ils voient un petit peu, ils ont la main sur des créneaux, etc. Donc en fait, pour pouvoir faire l'adhésion à tout le monde, je crois qu'un des points importants, c'est de dire il va y avoir un conseil pédagogique. On pose beaucoup de choses sur la table parce que dans ce conseil pédagogique, c'est pas rien, on construit des emplois du temps. Donc ceux qui ne viennent pas ne participent pas à cette construction-là. Donc déjà, ça c'est important. Et puis sur l'adhésion, elle se fait petit à petit dans le temps, mais si on n'a pas, à minima, dans les participants, la moitié des participants qui adhèrent, c'est vrai que c'est compliqué. Il faut à minima une moitié qui adhère. Et puis après, l'adhésion, elle se fait par la pratique. Chacun va chercher son gain, et je le redis, il faut le gain personnel établissement, au prof, pardon, le gain personnel du prof. Donc le gain, c'est votre intérêt, c'est de construire ensemble parce que vous aurez vos emplois du temps. Donc, en fait, le tout premier conseil pédagogique, de ma pratique, où ça a été vraiment en collectif, celui-ci, il a été complexe parce que tout le monde n'avait pas les représentations de comment faire, tout le monde n'avait pas une posture de vouloir chercher l'intérêt général et ça a été complexe. Mais une fois que la pratique est ancrée, ça fonctionne. Alors, une question qui vient de tomber et qui rejoint une autre que j'avais eue tout à l'heure. Une fois que vous avez construit vos emplois du temps avec les salles, en fait, les labos, les contraintes dont tu viens de parler, les labos SVT, l'EPS, les alignements, la remarque faite par le collègue, c'est qu'il reste peu de place pour le travail collectif, pour les autres créneaux. Et la question que je trouvais intéressante aussi, que j'ai vue tout à l'heure, c'est quel impact ça a, ce travail sur tes premières et terminales, sur les emplois du temps de seconde? Pour se lancer, il faut que, de notre point de vue, on arrive à hiérarchiser totalement les étapes de construction d'un emploi du temps. Donc, la hiérarchie des contraintes, elle est spécifique à chaque établissement. Moi, je raconte mon témoignage dans mon établissement. Première contrainte, moi, c'est l'EPS. Parce que l'EPS, on utilise des équipements qui sont extérieurs, on n'a pas la main sur les créneaux. Donc, l'EPS, de toute façon, c'est placé, c'est déjà placé, on n'a pas le choix, etc. Moi, ma deuxième contrainte à égalité, ça va être les salles physique, chimie, SVT d'un côté. Et puis moi, j'ai espagnol, allemand, italien. Et italien, c'est quelques élèves que je vais piocher dans des différentes classes. Donc, bref, j'ai des alignements, je ne vais pas tout détailler, mais j'ai des alignements de 5 classes parfois sur de la LV2. Donc, ça fait de l'alignement lourd. Donc, en contrainte, mais je fais une petite parenthèse, ces contraintes-là, quand vous avez l'habitude de créer des emplois du temps, vous les voyez avec EDT, le logiciel, sans vouloir faire de publicité ou quoi que ce soit, parce qu'il est très pertinent et très efficient. Quand vous hiérarchisez, vous avez tout à placer et vous pouvez faire une requête, il vous donne des possibilités de placement. Donc, vous pouvez voir très facilement à l'aide du logiciel quels sont les enseignements qui sont difficiles à placer. Là, il vous dit qu'il n'y a que 2 positions, alors que d'un autre, il y en a 30 possibilités. Donc, en fait, avec un tout petit peu de pratique, à minima une année peut-être, et avec l'aide de ça, vous apercevez que dans vos contraintes, c'est EPS en premier pour moi, si je raconte mon contexte. Ensuite, c'est à égalité les TP, SVT, physique-chimie et les LV2. Puis après, je vais avoir des contraintes. Moi, c'est sur mes salles de maths parce que dans le programme, il y a de l'utilisation de logiciels, etc. Enfin, bref. Donc, du coup, faites votre hiérarchie de contraintes. Et puis ça, c'est non négociable. Donc ça, vous êtes personnel de direction. C'est non négociable, c'est moi qui gère intégralement les contraintes. Donc, si je vous dis qu'il y a l'EPS qui est comme ça, il y a des profs qui disent « Oui, pourquoi l'EPS est en premier, etc. » Bon, très vite, il faut donner la règle du jeu. La hiérarchie des contraintes, c'est moi. C'est non négociable. Vous suivez mon fil de construction et donc vous me faites confiance. Et si je vous ai dit que c'est comme ça, c'est que c'est comme ça. Et c'est assez récurrent. Pourquoi eux, ils viennent avant moi, etc. On peut développer un tout petit peu quand on est face aux enseignants pour expliquer ici, mais très vite, il faut qu'ils comprennent que c'est non négociable. Et donc, avant d'arriver à ce premier conseil d'enseignement que j'évoque au mois de mars, il y a déjà eu tout un travail. Alors, moi, ça rejoint un peu la question précédente de l'implication des enseignants. Personnellement, moi, j'utilise un fil de discussion par mail. Donc, je fais un premier mail sur les boîtes académiques en disant je suis au mois de janvier ou début février. J'annonce que le conseil pédagogique sera dans 2 mois. J'annonce que je suis déjà en train de voir avec les professeurs d'EPS d'un côté et on fait du dégrossi avec telle et telle discipline. Et puis, je diffuse, donc c'est une première annonce, et après je renvoie un mail, etc.
j'appelle, est-ce que vous avez des remarques sur les professeurs concernés? Et puis après, avant ce conseil pédagogique, j'envoie déjà par mail des documents où les enseignants s'aperçoivent que bah, voilà, ça s'est construit déjà, il y a quelques petits créneaux de placés, et donc il y a cette dynamique qui se met en place, et comme ça arrose tout le monde, puisque tout le monde est invité ici, les enseignants se rendent bien compte tous qu'à partir de février, il y a une démarche de construction collective, et qu'elle se construit petit à petit, et qu'il y aura un premier temps fort, le premier conseil pédagogique, puis un deuxième restreint à l'enseignement général. Donc voilà sur la partie. Alors pour la dernière partie de la question, le niveau de seconde, l'impact en seconde, moi quand j'ai terminé au mois de mai les emplois du temps de première et de terminale, en seconde, il n'y a pas grand-chose de placé, si ce n'est les alignements pour nous de l'EMC, parce qu'on aligne l'AP et les enseignements optionnels. Du fait, alors une petite histoire, par exemple, moi j'ai un BMP SES, je rentre un peu dans la technique, en SES, j'ai 2 postes et demi. Et le BMP, j'en ai absolument besoin parce qu'on fait une logique 2 classes, 3 groupes. D'accord? Et donc, mon BMP, bah, je l'ai déjà placé, tout le monde le comprend bien, parce que je ne sais pas qui viendra, mais bah, moi, je veux mes 3 groupes à suivre. Hein, c'est des enseignements d'1h30, donc je fais 4h30 à suivre, et il y a le BMP qui est là, et c'est le jeudi matin, et ça, c'est non négociable. Et tout le monde doit comprendre qu'il ne faut surtout pas que le BMP y ait 2 heures par-ci, 1h30 par-ci, 1h30 par-là, etc. Donc, en fait, il y a quelques éléments construits que l'on communique, mais sur le niveau de seconde, il n'y a pas tant que ça de construit. Et quelques alignements de langue, parce que quand je construis en première, il faut que je regarde un peu l'impact sur les secondes. Donc, à la marge, il y a des alignements, notamment avec l'italien et l'allemand, qui sont déjà placés. Mais c'est à peu près tout. D'accord. Donc, il vous reste de la marge de manœuvre pour travailler encore ensemble. Une question sur la constitution des équipes, parce que pour être sûr d'avoir bien compris, donc vous travaillez ensemble pour placer certains cours ensemble, donc les professeurs définissent eux-mêmes à quel moment et dans quelle salle auront lieu les cours. Est-ce que ça a un impact sur les équipes pédagogiques classe ou pas? Est-ce que les professeurs choisissent leur classe en fait en quelque sorte? Alors, là, dans la démarche qui est dans mon établissement, au mois de mai, on a fini le 2e conseil pédagogique. Donc, on a construit les emplois du temps de première et de terminale. Et je le redis, les répartitions des services d'enseignement ne sont pas faites. Donc, nous, dans notre établissement, un peu comme partout, on attend des propositions des équipes. Donc, les équipes se réunissent, nous font une proposition. Si c'est correct, on valide à 100%. S'il y a des choses qui ne nous conviennent pas parce qu'on avait donné quelques autres contraintes, bon, ça peut arriver à la marge. Et donc, quand va arriver la répartition de services, le travail d'équipe au mois de juin, ben, toutes disciplines confondues, mais nous, rien n'est réparti. Hein. Ils ne savent pas qui va prendre les spécialités, ou ils ont une vague idée, mais on n'en tient surtout pas compte quand on construit les emplois du temps. Et donc, si je prends, alors souvent, ils chargent à eux aussi d'équilibrer les services et tout, mais ils choisissent, si je prends la première 1, ben, je sais, je le redis, hein, je sais directement quels sont les cours, puisque l'emploi du temps est déjà construit dans la classe. Donc, en fait, c'est des éléments qu'ils ont quand ils construisent. Et donc, dans les outils, moi, d'interaction avec les enseignants, puisqu'il y a ce qu'on va appeler la fiche de préparation de rentrée, dans la forme, il faut qu'ils précisent quels sont… bon, il y a un compte-rendu d'équipe, puis après, il y a un compte-rendu individuel. Donc, l'équipe, on s'est défini, on propose collectivement de prendre tel et tel service. Concrètement, ça veut dire Madame Untel à la première 1, la terminale 2. Et ben, dans ma fiche, moi, pour qu'ils se rendent bien compte de ce que c'est, j'ai mis une grille horaire et ils noircissent les cases. Ils ont bien compris qu'en prenant première 1 et terminale 2, ben, ça veut dire qu'il y a déjà une partie de l'emploi du temps qui est créée. Et au passage, il y a une petite boutade, c'est que le prof de philo du lycée, nous, on a fait le conseil d'enseignement de philo le 4 juin. Le 4 juin, il avait son emploi du temps. On lui a dit, bah, vous êtes certainement l'enseignant de France qui a son emploi du temps le plus tôt cette année, puisque le 4 juin, il repartait, il avait son emploi du temps, parce qu'il savait que tout était placé en philo. Stéphane, une question sur ce qu'on appelle traditionnellement les vœux personnels des professeurs, et en particulier ce qu'on essaie de respecter aussi traditionnellement, c'est la demi-journée de liberté. Parce que dans les établissements, on essaie de laisser une demi-journée sans présence dans l'établissement pour les professeurs. En fait, est-ce que dans ton établissement, les enseignants continuent à formuler des vœux personnels, on pourrait appeler ça comme ça? Oui, donc ils continuent à formuler des vœux personnels, sauf que
Initialement, on disait on essaye de vous garantir une demi-journée et puis vous pouvez faire une demande d'une deuxième demi-journée qui là n'est pas garantie. Là maintenant, c'est une demi-journée, point. On a oublié l'idée de la deuxième demi-journée éventuellement. Mais ça, c'est le vœu personnel. Mais dans la fiche de préparation de rentrée, les vœux, on les axe sur des préférences pédagogiques. Nous, le ressenti des enseignants, du vœu personnel parce que j'ai telle contrainte familiale, ça s'entend, il faut l'entendre, il faut l'écouter, il faut le prendre en compte et il faut y répondre. Mais il faut aussi, et avant, demander quelles sont vos préférences pédagogiques. Il y a de tout dans les préférences pédagogiques. Et heureusement qu'il y a de tout. Il y a des enseignants qui préfèrent des demi-journées compactes et quand d'autres enseignants nous disent, bah non, moi, j'aime pas faire plus de 2 heures de cours d'affilée, j'aime bien me reposer 1 heure entre 2 heures, des profs de langue par exemple. Hein. Donc il faut aussi être sur la sollicitation des préférences pédagogiques. Et je reviens sur ce sujet parce que c'est important, les préférences pédagogiques. Ce qui est très riche, de mon point de vue, sur cette démarche-là, c'est que les enseignants vont comprendre qu'il y a des préférences pédagogiques et des démarches pédagogiques qui peuvent être très différentes et qu'il y a besoin d'harmoniser tout ça. Et en conseil pédagogique, ils entendent. C'est-à-dire que les préférences pédagogiques en maths ne sont pas les mêmes qu'en langue, ne sont pas les mêmes qu'en lettres, etc. Sans parler des préférences individuelles. Et un exemple très concret. Alors je reviens sur le lycée général et technologique, mais je pense que ce que je dis peut être largement transposable sur le lycée professionnel et en collège. Une des premières questions qu'on se pose, je prends le niveau de première, on a un enseignement de spécialité de 4 heures. Bon, d'accord, on doit aligner tout le monde. Si on écoute les profs de maths, qu'est-ce que vous voulez faire de ces 4 heures? Les profs de maths, ils vont nous dire, nous, on aimerait bien 4 fois 1 heure. C'est ce qu'ils nous ont dit. On aime 4 fois 1 heure parce que nous, les maths, on aime bien donner des exercices. 2 heures de maths un peu conceptuelles, c'est trop long, donc on aimerait bien 4 fois 1 heure. Les profs de langue applaudissent. Ils disent, ah oui, nous, c'est ce qu'on veut, nous aussi, parce que les langues, c'est la même chose. 1 heure, c'est très bien, on fait des exercices. Les profs de physique et de SVT, eux, ils font les yeux tout rouges. Ils disent, mais non, nous, les 4 heures, le partage, c'est pas possible comme ça. Nous, on préfère des 2 fois 2 heures. Donc là, je reviens sur la logique de consensus. Il faut trouver, là, c'est concret, hein. Il y a des préférences pédagogiques qui ne sont pas les mêmes. Et les professeurs, le fait de poser ça sur la table, ça leur fait rentrer dans des logiques pédagogiques et comprendre que la logique pédagogique d'une discipline, ce n'est pas forcément la même qu'une autre. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver pour répondre à cette problématique-là? Chacun a trouvé ses propres problématiques. Nous, la réponse qu'on a fait en établissement, alors personne n'est jamais content, hein, c'est le principe de la fabrique du consensus, on n'arrive pas à avoir 100% de ce qu'on veut. Nous, sur les 4 heures, il y a 2 heures, puis 2 fois 1 heure. Bon, c'est une cote mal taillée, mais c'est la règle du consensus, hein, c'est une cote mal taillée. Donc ça, c'est un exemple de préférence pédagogique et de mutualisation de tout ça. Je reviens, Stéphane, sur ce dont tu parlais au début, sur ta posture de chef d'orchestre, en fait, dans cette symphonie des emplois du temps. C'est vrai que l'emploi du temps, c'est un peu le bébé de l'adjoint et un moment où assez agréable en fait, où on va poser des actes réfléchis pour construire les emplois du temps. Et un collègue te demande si tu ne ressens pas parfois de la frustration dans cette négociation, dans ce pilotage partagé en quelque sorte avec tes équipes. Alors, pas du tout. Mais non seulement je ne ressens pas de frustration, mais je sens un épanouissement complet. C'est plus la même logique. Donc, c'est pas une logique où c'est un casse-tête chinois, donnez-moi tous les éléments, je m'enferme dans mon bureau et j'ai la satisfaction, que j'ai connue, hein, j'ai la satisfaction de réunir toutes les pièces du puzzle et puis arriver à produire quelque chose. Là, évidemment, c'est plus du tout la même logique. On est sur une logique plus, excuse-moi du terme, mais un peu managériale, où on est sur essayer de faire travailler tout le monde collectivement et l'entrée par la posture pédagogique, elle est très utile. C'est-à-dire on réfléchit à qu'est-ce qui est bon pour les élèves. Donc, je reviens sur ce qui avait été le point d'entrée. Déjà, j'avais évoqué dès le début, c'est qu'est-ce qu'on définit, nous, collectivement, comme principe pédagogique de construction des emplois du temps. J'avais donné quelques exemples, hein, les cours du matin, etc. Nous, par exemple, on a décidé, à partir de 16 heures, c'est que des cours dédoublés ou des éléments où il y a quelques alignements, etc. Et donc, c'est une autre façon de faire. Et évidemment, c'est moins technique, on rentre moins dans la technique, mais c'est beaucoup d'échanges.
Et je ne sais pas si le terme négociation est pertinent. Il ne faudrait pas que le terme négociation soit pertinent. On est sur du travail collectif. C'est plus que de la négociation, pour moi. Alors moi j'avais une question, c'est vrai qu'à titre personnel je pratique l'intelligence collective, enfin je l'ai pratiquée sur la construction d'un projet d'établissement, moins sur les emplois du temps. Comment poser cette question? En intelligence collective, dans ma pratique, j'associe toujours l'ensemble de la communauté, c'est-à-dire les familles, les élèves. Est-ce que dans cette construction collective des emplois du temps, il y a une place pour ces interlocuteurs-là? Alors, oui, ça fait écho un petit peu à l'idée des principes pédagogiques collectifs. Quels sont nos principes pédagogiques collectifs de construction des emplois du temps? Nous, on s'était posé des questions, mais c'était il y a 4 ans, donc c'était avant d'arriver pleinement à cette logique-là. Dans mon établissement, il y a des élèves, on est à la périphérie nord de Nantes, donc il y a des élèves qui viennent de la campagne sur des services de bus du département qui font qu'ils arrivent à 8 h et qui repartent à 18 h et il n'y a pas d'autre horaire. Donc ça, c'est un des éléments à prendre en compte et c'est 15% de nos élèves. On s'était posé des questions aussi sur le temps de la pause méridienne. Nous, on avait 2 heures, on utilise des fois, il n'y a qu'une heure de créneau, etc. Et on se posait beaucoup de questions. Les professeurs nous remontaient des ressentis, etc. Quand on n'est que dans le ressenti, ce n'est pas très intéressant. Donc, il y a 4 ans, nous, on a été amené à faire un questionnement large aux familles principalement et aux profs, les deux. Quels sont vos souhaits sur des créneaux d'emploi du temps? Et je rentre très vite, pas trop dans le détail, mais par exemple, les élèves et les parents ont affirmé « Nous, on veut commencer à 9 h, ça ne nous intéresse pas du tout, parce que quoi qu'il arrive, tous les 15% qui arrivent à 8 h, ça ne les intéresse pas d'être en permanence. » Donc ça, quand on a de l'élément factuel qui est sur des sondages qui ont été faits anonymes, mais on a eu tant de réponses, c'est 80% des élèves ont répondu, et ça, et on l'a fait dépouiller par c'est pas nous qui l'avons dépouillé, il y a eu un petit comité de travail associé, les élèves, les parents, etc. Donc là, nous, on a du factuel. Ce qui ressortait, c'est que nous, on s'interrogeait sur le temps de pause méridienne. Est-ce qu'on allait passer à 1h30 plutôt que 2 fois 1 heure? Parce que des fois, il nous disait 1 heure seulement pour manger. C'est pas intéressant, on aimerait plutôt 1h30. Bon, là, on avait le factuel, le retour fait. Et non, c'est pas grave. La priorité pour les familles, c'était d'essayer de finir le plus tôt possible. Si on pouvait finir vers 16 h, surtout sur le niveau de seconde, c'était mieux. Donc là, pour définir nos principes pédagogiques, par exemple, on a une nuance entre les classes en 32 secondes et les premières terminales. Mais par exemple, nous, on a dit il n'y a plus aucun cours après 16 h autre que de l'option de l'accompagnement personnalisé ou de l'EMC. Sinon, il n'y a aucun autre cours, sauf si on ne peut pas faire autrement. Et à la marge, des fois, on ne peut pas faire autrement. Mais donc ça définit des principes. Et là, on a bien associé, par ce retour, les familles et les élèves. Et on a, alors, nous, nos emplois du temps, du coup, il y a plutôt un taux de satisfaction plutôt élevé. Et on a aussi ce regard réflexif où on interroge les élèves et les familles sur l'emploi du temps et ils nous font un retour. Et des fois, on leur explique, ça, c'était une contrainte, donc on peut pas le prendre en compte, mais sinon, on prend ça en compte. Et je termine juste pour ne pas faire trop long. Dans la logique de construction collective, l'intérêt, c'est d'arriver à construire quelque chose qui puisse… La règle des 80%, j'ai oublié d'en parler, mais c'est même très important. Vous partez sur une logique où je construis quelque chose qui sera 80% réutilisable l'année prochaine, pour ne pas réinventer la logique chaque année. Donc c'est vrai que quand on ne fait que de l'emploi du temps, où on fait confiance à la machine, on rentre tout dans la machine, on appuie sur le bouton, elle nous fait tout toute seule, on est sur une logique, on reconstruit tout d'année en année. Là, moi, Pronote, je ne pose rien à Pronote. On est sur de l'artisanat, ce n'est pas de l'industriel. Moi, c'est moi qui positionne tout sur la base de ce qui est donné par les professeurs. Mais il faut se dire, ce que je fais là, je construis pour que ce soit reconductible à 80% l'année prochaine. Donc l'année prochaine, la logique, ce sera de voir, je m'interroge sur ce qu'on a vécu, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien, est-ce qu'il faut modifier certaines choses parce que manifestement ça n'allait pas, je vais vous donner un exemple tout de suite après. Et puis, comme je garde pratiquement cette structure-là, je modifie à la marge, qu'à 20%. Donc c'est pour ça que moi, cette année-là, j'ai livré le 26 juin. En temps horaire passé sur les emplois du temps, je ne veux pas passer tant que ça, parce que je construis avec les profs. Au mois de mai, je l'ai dit, quand le mois de mai est fini, j'ai plus qu'à fignoler
ceux de seconde et ceux de première, etc., sur la base de quelque chose qui est déjà construit, c'est à la marge 20%. Donc, je vais assez vite, quoi. Et si je prends un exemple très concret de ce qu'on avait pu construire et ce qu'on a modifié, par exemple, cette année par rapport à l'année précédente, une problématique, par exemple, on a décidé, nous, ça s'est imposé collectivement de faire des alignements d'AP assez lourds, hein, plusieurs classes, même pourquoi pas tout un niveau, parce que sur un niveau, les profs étaient partants. Et le MC, c'était un peu la même logique. On était parti sur une logique de projet et on aligne ici. Le fait d'aligner et de définir les créneaux en amont, mais ça simplifie beaucoup de choses. C'est-à-dire que ça, c'est déjà placé, c'est non négociable, c'est placé collectivement sur des créneaux 16-18 et on construit autour. Nous, on avait fait de la quinzaine EMC et quinzaine AP. Bon, ça, d'expérience, c'était pas bon. Et on mélangeait, et en fait, on fait des plannings annualisés, et puis les uns vont interférer avec les autres, etc. Donc maintenant, on fait des créneaux lourds EMC d'un côté et des créneaux lourds AP de l'autre. C'est un enseignement collectif, un exemple concret de ce qu'on a pu mettre en place en enseignement de ce qui n'avait pas bien fonctionné l'année précédente. J'ai fait un peu long sur cette réponse-là. Justement, il nous reste un petit quart d'heure, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Une question sur l'impact que tu as pu constater depuis que tu pratiques cette manière de construire les emplois du temps en collectif. Est-ce que tu as pu constater un impact sur le climat scolaire, sur le bien-être des professeurs et la sérénité dans l'établissement? Alors, oui. Moi, je pense qu'on a gagné en travail collectif. Je le redis, le tout premier conseil pédagogique, il a été compliqué. Il a été compliqué parce que tout le monde n'était pas au fait de cette logique de se dire on est dans l'intérêt général, on construit collectivement, etc. Et il y avait un petit peu d'affrontement. Et donc, le conseil pédagogique, il y avait des prises de parole fortes, avec des positions fortes. Et au début, pour initier la logique de placement, ça a pris 3 bons quarts d'heure. Donc, ce conseil pédagogique-là, il a plutôt pris 3 heures que 2 heures parce que avant d'arriver au premier placement et de voir cette logique-là, ça a mis du temps à être absorbé. Et moi, ça avait été déjà une réunion de 3 heures, donc je suis rentré chez moi, mais j'ai eu des échos. Le conseil pédagogique, il s'est poursuivi sur le parking des profs. Et ils sont restés, certains, 1 heure. Alors, il faisait nuit, hein, il était tard, très très tard même. Ça s'est terminé vers 21h. Et ils ont continué sur le parking des profs parce que il y avait des choses, ils ont réglé leur compte, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais certaines postures avaient étonné certains enseignants qui avaient besoin d'expliquer que cette posture-là avait choqué, etc. Et la posture tout pour moi, rien pour les autres, c'était choquant, etc. Donc il y a eu l'autorégulation et le conseil pédagogique le mois suivant, tout était réglé, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'autorégulation entre les enseignants et la logique du collectif où je ne passe pas forcément moi avant les autres, ça c'est bien entendu. Et j'aimerais faire un petit détour sur une notion importante dans le management, c'est la notion de don et contre-don. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de don et de contre-don? C'est que quand on fait les placements très concrètement, c'est plein de placements à suivre. Hein. Si en 2 heures, il y a je ne sais pas combien de séances qui sont placées. Donc, si le premier placement est en faveur de telle discipline ici, bon, ok, elle est en faveur, tout le monde l'a en tête. Le deuxième placement est encore en faveur de cette discipline-là. En fait, elle est un peu redevable aux autres, c'est-à-dire qu'elle a déjà pris des bons créneaux. Donc, collectivement, il y a une sorte de pression sociale collective, ou je ne sais pas si c'est pression ou quoi, mais il y a un fait collectif qui fait que, au bout d'un moment, si telle discipline dit ça, moi je veux ça, elle ne pourra plus, mais elle va s'autoréguler elle-même, elle ne pourra plus dire moi je veux tout. Parce que il y a une forme de don et contre-don, donc il va falloir équilibrer tout ça, et les autres c'est sous-entendu que là, on n'a pas fait trop d'efforts pour cette discipline-là, donc c'est de bon droit qu'on va placer ici, etc. Et il y a même certains profs qui ont une vision stratégique de la chose, c'est-à-dire que eux, ils savent absolument ce sur quoi ils veulent, ce qui est important pour eux en principe pédagogique. Donc des fois, ils laissent placer des placements en début pour justement quand ils disent moi ça m'est très important, je propose ça et personne n'a rien à redire parce que jusqu'à maintenant ils n'avaient pas imposé beaucoup de placements, proposé beaucoup de placements. Et donc pour terminer sur la réponse à la question, ça permet de petit à une meilleure compréhension par chaque enseignant et chaque discipline des logiques pédagogiques des autres qui ne sont pas les mêmes
et ça insuffle quand même des logiques de travail collectif, me semble-t-il. Une question, Stéphane, sur la vie scolaire et notamment les CPE. Est-ce que ces personnels travaillent aussi sur la construction des emplois du temps avec toi? C'est vrai qu'en collège, c'est un collègue le disait dans le chat, une contrainte forte, la gestion des permanences. Moi, à titre personnel, les emplois du temps, je les élabore, sauf l'année dernière à cause du déconfinement, c'était compliqué, mais je les élabore toujours avec les CPE en fait. Alors, chez nous, CPE et professeurs documentalistes sont invités tout le temps et elles sont plus que pertinentes pour donner des points de vue. Alors, sur les CPE, il y a quelques contraintes utiles, mais c'est surtout sur des points de vue. Quand on dit pour les élèves, c'est pas logique parce que, etc., elles donnent des points de vue. Elles sont souvent à défendre l'intérêt général de l'établissement. Et c'est un point de vue établissement. Nous, on a des choses que j'aurais pu argumenter, ça se fait par les CPE. Et les profs documentalistes aussi sont fortement associés. Nous, sur des formats, j'ai parlé de l'accompagnement personnalisé, parfois ça peut utiliser le CDI. Le MC utilise beaucoup, avec nous on associe beaucoup les professeurs documentalistes. Et il y a des réflexions à avoir et elles apportent beaucoup sur les contraintes. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais par exemple, à partir du moment où vous voulez aligner le MC, il y a 18 heures de MC en lycée, je ne sais pas combien c'est les volumes horaires en collège, mais ça veut dire, nous on nous a mis sur des blocs de 2 heures en logique de projet, donc c'est 9 fois 2 heures. Là, sur un même bloc, on peut aligner plusieurs classes, parce qu'en fait, 9 heures, il y a 33 semaines ou 32 semaines selon nos découpages, on peut faire plusieurs rotations de classes, mais cette hypothèse-là, c'est très bien que les professeurs documentalistes soient présents au conseil pédagogique, parce que sur cette hypothèse-là, est-ce que techniquement c'est réellement possible? Et elles sont là pour confirmer ou infirmer des solutions qu'on aimerait en place. Et j'ouvre une petite parenthèse. Dans mon établissement, il y avait au départ des réticences fortes à faire des alignements lourds avec de l'annualisation. Or, l'annualisation, on demande quand même sur le MC de venir sur un créneau 16-18. Nous, tous nos créneaux de MC sont du 16-18. De même que tous nos créneaux d'AP. En fait, si, les profs, ils aiment bien parce que, en fait, ils sont plusieurs à s'aligner sur ces créneaux-là. Donc, soit je vais avoir un créneau 16-18, mais ce ne sera pas un créneau annuel. Moi, j'ai mes 9 semaines je choisis 1 ou 2 rotations, donc ça ne vient que sur 9 semaines ou 18. Et c'est la même chose pour l'AP, on fait de l'annualisation, donc c'est vrai qu'il y a ce créneau-là, mais comme on est nombreux, ça me fait que certains créneaux de l'année, et eux, ils ont un peu l'autonomie pour faire les plannings d'annualisation qu'ils nous soumettent et qu'on valide après. Mais donc, du coup, c'est des créneaux où la pratique est ancrée sur l'annualisation et sur des créneaux avec des alignements. Ce qui n'était totalement inexistant chez nous. Ils ne voulaient pas entendre parler de ça du tout, les enseignants. Alors, il reste très peu de temps, Stéphane, pour terminer. Est-ce que tu peux c'était une question d'un collègue, nous dire comment tu as démarré la première année, nous donner des conseils de mise en place, comment tu as fait pour démarrer ça la première année et quelles sont les premières étapes pour se lancer dans la construction collective des emplois du temps? Donc, la première année, c'était il y a 2 ans, mais il y avait déjà une pratique, je le redis, où j'avais déjà donné des marges d'autonomie et de construction collective avec des propositions. Tout ça, c'est cadré. C'est-à-dire je reviens sur la gestion calendaire. C'est moi le chef d'orchestre, c'est moi qui donne le tempo sur les différentes contraintes et je demandais un rendu par discipline sur des propositions, sur des éléments difficiles à placer. Je les ai évoqués, les salles de TP, les alignements de langue, etc. Donc, il y a déjà cette pratique-là qui existait. Et puis après, l'année, il y a 2 ans, c'est un grand saut, puisque là, on annonce officiellement, début février, qu'on va créer un premier conseil pédagogique. Au départ, on avait même l'idée d'un seul conseil pédagogique. Au départ, on voulait s'arrêter uniquement. On avait un conseil pédagogique qu'on avait appelé de structure pédagogique. Donc, l'idée, c'est de se dire, ce conseil pédagogique, il y a des éléments de structure, les alignements lourds d'accompagnement personnalisé, de MC, les options, les enseignements de spécialité. On peut les construire dès maintenant. Il n'y a rien qui nous empêche de les construire dès maintenant. C'est de la structure pédagogique et on veut associer tout le monde pour savoir comment est-ce qu'on les place. Et ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'on est allé encore plus loin dans cette logique-là? Alors là, je suis côté lycée. Une fois qu'on a placé les enseignements de spécialité de première et de terminale,
les enseignants qui vont avoir ces enseignements-là, ils ont déjà une partie de leur emploi du temps, puisque c'est placé. Si c'est le lundi après-midi, ils savent qu'ils ont cours le lundi après-midi. Donc, du coup, les enseignants de tronc commun nous ont dit c'est pas normal. Eux, ils savent déjà et nous, on ne sait pas et on va devoir attendre. C'était pas prévu au départ. On a dit cash, on vous refait un deuxième conseil, on vous invite, vous, et là, on va placer, mais on va construire les emplois du temps des élèves. Et on a réfléchi, est-ce que c'est jouable en 2 heures, sous réserve, moi je redis, j'ai 4 classes de 5 premières, 5 terminales, hein. C'est peut-être un peu plus long ou peut-être faire 2 conseils quand il y a plus de division. Hein. Et c'est un peu le son de l'inconnu. Est-ce que ça tient à 2 heures? Et ça a tenu en 1 heure 3/4 si c'est bien préparé techniquement en amont. Et un point, je termine juste parce que c'est un peu technique ça. Sur ce deuxième conseil-là, où on construit les emplois du temps, un des éléments, c'est que les professeurs ne savent pas, les répartitions de services ne sont pas faites. Or, eux, la consigne qui leur est donnée, c'est de construire et d'être vigilant chacun à s'assurer qu'on peut, par exemple, j'ai 5 premières, s'assurer qu'on peut avoir que 3 profs de français sur 5 premières. Donc, que des emplois du temps d'au moins 2 ou 3 classes ne se chevauchent pas, de façon à ce que quand on fera les répartitions de services, ça puisse être viable. Je ne sais pas si c'est un peu technique ça, il y aura peut-être une classe virtuelle, tu vas peut-être annoncer après, où là on peut rentrer sur des éléments plus techniques, mais donc initialement on n'avait pas prévu d'aller jusque-là. Et puis c'est sur cette demande-là, qui est légitime, hein, puisqu'il y a ça, pourquoi pas faire jusqu'au bout, et on est allé jusqu'au bout de cette logique-là. Et du coup, faut s'engager à livrer au plus tard le 14 juillet. S'il n'y a pas cet engagement-là, l'adhésion, elle sera moindre. Donc, c'est un peu un saut dans le vide, mais bon, ça se fait. Hein. Une petite question technique, mais je crois que tu as déjà répondu. Un collègue demande quel outil tu utilises pendant le conseil pédagogique. Alors, l'outil que j'utilise dans un conseil pédagogique, c'est un fichier Excel, donc, qui est projeté. Et donc, le tout premier conseil pédagogique, c'est dans une classe, il y avait 40 participants. Et donc, alors, vous avez une vidéo, je crois, de présentation. On avait fait tout un dossier il y a à peu près 1 an sur ManagerEduc. Donc, il y a une vidéo de présentation. Puis, pour ceux qui, sur une formule non abonnée, il doit y avoir 2 ou 3 documents. Et ceux qui sont abonnés, vous avez 7 fiches définies, précisées, avec un lien vers les vidéos. Et vous avez des extraits de mon fichier Excel, en fait. C'est un fichier Excel. Donc, le fichier de base, on pourra peut-être l'évoquer un peu plus dans la classe virtuelle, c'est une grille qui est vide. Au passage, chaque prof, je leur distribue un format papier, parce qu'en direct, eux, ils complètent ce qui est fait pour voir ce qui est possible, compatible, etc. Et puis, sur cette grille-là, j'ai mes petits blocs que j'ai prévus. Donc là, je vais placer… Alors, au passage, petit exemple très concret, on va construire les emplois du temps de première des classes de première générale. Bon, en français, le volume horaire, c'est 4 heures, et nous, on a dû dédoubler un petit peu. La première question, c'est en français, vous voulez quoi? 4 fois 1 heure, 1 fois 2 heures et 2 fois 1 heure et 1 fois 2 heures, ou 4 fois 1 heure? Et donc, toutes les équipes avant le conseil pédagogique ont déjà répondu. Nous, notre découpage, c'est ça qu'on veut. Donc, du coup, moi, j'ai fait des petits blocs. Donc, c'est par exemple 4 fois 1 heure, ils sont prêts, j'ai plus qu'à faire un cliquer, glisser, et puis je les passe en direct. Mais c'est du Excel, hein, c'est pas autre chose que du Excel. En fait, par la discussion qu'on a eue là pendant 1 heure, je pense qu'on a donné envie aux collègues à beaucoup de collègues de se lancer. Il y a des questions techniques qui apparaissent beaucoup là en fin de séance. Donc c'est vrai que tu as abordé cette idée de classe virtuelle. On a tous envie de venir en stage chez toi, mais on va peut-être trouver un autre moyen de se former mutuellement par ces classes virtuelles. Donc vous aurez des informations communiquées par ManagerEduc dans les jours prochains sur ces classes virtuelles, sur cette thématique de construction des EDT. Sur les ressources ManagerEduc, il y en a déjà un certain nombre qui sont en ligne de mémoire. C'était il y a 1 an. Hein. On a rejoué avec certains enseignants le conseil pédagogique. Ce n'est pas de la prise de vue en direct, mais c'est rejoué. Donc on voit bien un petit peu tous les éléments que j'évoquais, le fait qu'il y a des désaccords, mais on comprend et on a une logique collective, etc. Et puis vous avez ces fiches à télécharger, hein, qui sont très concrètes, qui expliquent les différents éléments, comment essayer de définir des principes collectifs, comment gérer le premier conseil pédagogique
dédié au placement de structures, le deuxième, etc. Et puis, comme disait Fabienne, donc une classe virtuelle à venir. Et dans cette classe virtuelle, on pourra faire des ateliers. Et l'idée, c'est de vous interroger collectivement et en échangeant entre vous, de savoir ce qui est possible ou pas, et de voir un petit peu sur différentes thématiques qu'on a déjà prédéfinies, mais qui pourraient être ajustées au fur et à mesure, voir ce qui est possible et faisable dans chacun des établissements en fonction des contextes. Voilà, donc on arrive à la fin de ce temps d'échange. Merci beaucoup, un grand merci Stéphane, parce que je pense que tu nous as permis de faire évoluer un petit peu nos représentations de la façon de fabriquer les emplois du temps, et tu as pu nous montrer que d'autres choses étaient possibles, et puis on se retrouve bientôt pour un prochain rendez-vous. Un dernier mot juste, les enseignants, c'est bien que si vous voulez vous lancer dans cette affaire-là, sensibiliser rapidement vos enseignants et que les enseignants puissent avoir des représentations sur le fait que ça existe ailleurs, ça peut se faire, ça nécessite des changements de posture, mais il faut aussi très rapidement impliquer les enseignants dans cette logique-là. Merci Stéphane, merci à tous, au revoir.